Alors, si on commence par une présentation en fait de Nova Child pour rappeler qui nous sommes. Donc Nova Child, c'est le seul cluster transversal en Europe dédié à l'innovation pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. Le cluster est né en 2005, on compte aujourd'hui 70 adhérents, nous sommes basés à Cholet, donc c'est le siège historique de la mode enfantine, de la puériculture en région Pays de la Loire. Donc parmi voilà, donc nous sommes une association, comme je le disais, donc une association avec pour président David Soulard, qui est le directeur général des meubles Gauthier. Et voici les autres membres du bureau qui sont aussi des membres fondateurs de l'association. Concernant les acteurs, donc comme je le disais, on est 70 adhérents de plein d'univers variés, que ce soit le meuble, que ce soit la puériculture, le textile, le jeu, le jouet. On recouvre 9 secteurs d'activité différents, l'agroalimentaire également. Donc voici un panel de nos adhérents. Donc aujourd'hui, Nova Chain, on propose 3 types de services différents, toujours avec au centre l'innovation. On a vraiment à cœur d'aider nos adhérents, donc que ce soit les écoles, que ce soit les laboratoires, les entreprises, à innover pour le bien-être de l'enfant. Donc 3 services qu'on propose. L'Observatoire qui propose de la veille, le Living Lab avec un service d'études, avec des études mutualisées, des études individuelles. Ça peut être du Quanti, du Cali, etc. Manon vous en parlera un petit peu plus tard, parce que je vous présentera une des études qu'on propose en ce moment. Et l'animation du réseau, parce qu'on est une association, on est avant tout aussi un réseau, donc c'est la mise en relation des membres de l'association. Donc on va pouvoir commencer avec cette fameuse génération Z et avec nos fameux adolescents pour ce matin. Tout à fait. Donc, comme le disait Lorraine, on va commencer tous ensemble. Le webinaire va se découper comme suit, c'est-à-dire qu'on va vous présenter assez rapidement la génération Z, donc qui elle est et quels sont ses centres d'intérêt, ses passions, etc. Puis on aura la chance d'avoir l'intervention de Séverine Autret de l'agence Fred et Farid qui va nous parler donc de campagnes qu'ils ont menées chez eux. On va aussi avoir une intervention de Charlotte Ferdinand de chez Kellogg Company, donc qui va nous parler de campagnes de communication également qu'ils mettent en place auprès des adolescents. Et ensuite, on vous reparlera, on reprendra la parole pour vous parler en fait des tendances émergentes qu'on a pu identifier sur le secteur de l'enfant et enfin le secteur de l'adolescent, pardon, c'est l'habitude. Et puis effectivement, comme le disait Lorraine, on terminera par la présentation d'une étude inédite qu'on va mener cette année avec 8 adolescents. Donc pour commencer, on va redéfinir un petit peu qui est cette génération Z. Donc aujourd'hui, ce sont des lycéens ou des collégiens qui ont entre 11 et 17 ans. On le sait, l'adolescence, c'est une période plutôt particulière, assez charnière, hein, peu importe la génération dont on fait partie, c'est toujours un moment particulier puisqu'on n'est plus vraiment des enfants. Du moins, on ne veut plus être considérés comme des enfants, mais on n'est pas encore des adultes et on n'a pas la responsabilité qui peut incomber à l'âge adulte. Donc, c'est une génération qui est en constant mouvement, qui est parfois difficile de saisir. Déjà parce que, on le verra, ce sont des générations qui sont digital natives, donc des générations qui ont grandi avec Internet et avec tout le panel d'innovation que ça a entraîné et qui donc ont l'habitude un petit peu de cette accélération, de tout ce mouvement qu'on a vu et qui ont l'habitude de switcher beaucoup à la fois dans leurs usages et dans leur centre d'intérêt. Et c'est parfois difficile de les capter. Et donc, c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Donc, pour vous resituer, vous le voyez, en termes de génération, puisqu'on s'y perd parfois un petit peu entre génération Y, génération Z, les millennials, etc. Nous, notre génération Z, donc nos adolescents d'aujourd'hui, ils ont la génération Z a entre 10 et 23 ans. Ils sont nés entre les années 2000 à 2010. Et vous le voyez à côté, on a quelques innovations, quelques innovations qui ont donc marqué cette génération avec le premier iPhone, Facebook et l'iPad. Tout ce qui est réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Snapchat, Instagram ou encore TikTok, dont on reparlera plus largement, sont venus juste après. Donc, c'est vraiment une génération qui, étant née en 2000, a connu ces réseaux sociaux pile dans leur adolescence. Donc, ils sont extrêmement marqués par tout ça. Aujourd'hui, la génération Z, elle va compter 11,5 millions d'individus. Ça représente en tout cas 17% de la population française. Et ces adolescents à eux seuls vont
vont compter 5,8 millions, enfin vont être 5,8 millions, ce qui va représenter 8,6% de la population française. Donc c'est une part non négligeable de cette population. C'est pour ça aussi qu'il est important d'aller les capter, déjà parce qu'ils sont nombreux et aussi parce qu'ils sont évidemment la génération de demain. Pour vous redonner quelques chiffres un petit peu, je vous parlais tout à l'heure de cette génération, donc on qualifie évidemment de digital native. On en avait parlé lors de notre webinaire Famille Confinée, de nos webinaires Famille Confinée, puisque c'était un triptyque de webinaires. Donc on redonne ce chiffre qui est de 5,5 écrans par foyer. C'est beaucoup, et dans certaines familles où on est plutôt urbanisées, on peut monter jusqu'à 9 à 10 écrans. Si je vous parle de ce chiffre en fait, d'écrans par foyer qui donc, a été donné par le CSA en 2018, c'est parce qu'en fait, on va remarquer qu'à l'adolescence, de plus en plus, on passe vraiment d'un équipement familial qui est la télé familiale, qui peut être l'ordinateur familial, etc., à un équipement qui va être individuel et qui finalement va correspondre à l'individualisation de l'adolescent. Donc, on a vraiment une technologie qui accompagne sa transformation personnelle. Et pour vous donner des chiffres, 92% des adolescents ont aujourd'hui un smartphone. 88% des ados ont un smartphone au collège déjà et 96% au lycée. Donc en fait, dès le collège, on a un équipement massif. Aujourd'hui, le premier équipement en smartphone se fait en moyenne entre 10 et 12 ans chez les enfants français. Pour vous donner un ordre de comparaison, au Royaume-Uni, par exemple, on tourne plutôt autour de 14 ans. Donc aujourd'hui, en fait, ces chiffres, ils sont importants. Pourquoi? Parce que je vous parlais d'équipements individualisés. Il faut savoir que sur les 15-24 ans, 70% en fait, des 15-24 ans se rendent sur Internet uniquement via leur téléphone, ce qui va donc forcément privilégier l'usage des réseaux sociaux. Donc, en fait, on peut se demander ce que font ces adolescents sur Internet. Et tout de suite, forcément, on va penser aux réseaux sociaux. Et le trio de tête en France pour les adolescents, c'est Instagram, Snapchat et TikTok. Donc, ces trois réseaux et surtout TikTok, le petit dernier, ne sont pas toujours évidents à utiliser. Même les youtubeurs célèbres de la première génération, comme Squeezie, Norman, Cyprien, Natou, etc., ont eu du mal à se lancer sur TikTok. Beaucoup ont profité du confinement pour se lancer sur TikTok, mais ce n'est pas évident. Et même donc, en fait, les jeunes youtubeurs de la génération Z sont déjà presque trop vieux pour TikTok. Donc, si on s'attarde un petit peu sur TikTok, ce dernier venu qui grandit chaque jour. En France, sur TikTok, le profil type de l'audience potentielle pour les influenceurs, donc c'est une femme, elle a entre 13 et 24 ans. Ça représente 51,34% selon iPoditor. Et la part des jeunes filles de 13 à 17 ans qui utilisent le réseau social est particulièrement élevée en France, ce qui ne se retrouve pas forcément sur les autres pays que l'étude avait étudié. Donc, sans surprise, la majorité des utilisateurs français de TikTok sont âgés de 13 à 17 ans. Ils sont 38,09, devant les 18-24 à 36,85% et les 25-34 qui sont plus que 19,99%. Donc, si on regarde un petit peu le top 5 des influenceurs sur TikTok, donc la plus suivie, la plus connue, c'est Léa et Louis Ginet qui comptabilisent quand même 12,1 millions d'abonnés. Elle est suivie par Thibaut Inchep avec 3,4 millions, donc presque 4 millions d'abonnés. Thibaut Inchep est aussi connu sur d'autres réseaux que TikTok. Et voilà. Ensuite, il y a Rose, Bakibo 777 et Cyril. Ensuite, le deuxième réseau chouchou des adolescents, c'est Snapchat. L'application compte 13,2 millions d'utilisateurs actifs par jour en France et plus de 60% des utilisateurs français ont entre 18 et 34 ans selon les chiffres donnés par Snapchat. Ce réseau demeure le réseau social le plus utilisé par les moins de 13 ans. Il y a quand même 90,4% des moins de 13 ans qui utilisent Snapchat. 82% sont des garçons, 83% sont des filles de 15 à 18 ans qui ont un compte Snapchat. Et c'est... donc voilà, c'est, comme je le disais, plus de 90% qui ont moins de 13 ans. Un petit peu moins entre 15 et 18, et ça diminue encore pour les plus vieux. Enfin, notre réseau aussi beaucoup utilisé, le dernier, c'est Instagram. S'il y a 3 chiffres à retenir sur Instagram, c'est que 39% des internautes français utilisent chaque mois Instagram.
69% de la génération Z l'utilise et 66,5% des moins de 13 ans l'utilisent aussi quotidiennement. Donc, en fait, on va sur Instagram, c'est pour trouver l'inspiration. Par exemple, les top 4 des comptes les plus suivis en France, c'est Kylian Mbappé, Paul Pogba et la marque Chanel, si on regarde les plus suivis. Donc, sur Instagram, on utilise aussi beaucoup les hashtags. Donc, les plus répandus en 2019, c'était Love, Instagood, Photo of the Day, Fashion, Beautiful. Donc, c'est vraiment un réseau pour trouver l'inspiration. Tout à fait. On aurait pu parler aussi un petit peu de YouTube, puisqu'évidemment, ça a une grande importance sur cette génération. On ne l'aborde pas parce qu'on n'a pas le temps. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin en tout cas, parmi nos participants, vous connaissez très certainement, comme le disait Lorraine, Norman, Cyprien, Squeezie, etc. Il faut savoir que c'est vraiment la première génération de YouTubeurs. Aujourd'hui, on en est à la 5e, avec des noms qui vous parleront peut-être moins, comme Michou, Inoxtag. Voilà, donc toute une génération de YouTubeurs qui arrive et qui bouge très vite. Mais qui ne détrône pas cependant les youtubeurs de la première génération qui gardent une certaine place auprès de ces ados et qui gardent leurs préférences. Donc on passe à autre chose, c'est-à-dire plutôt à l'engagement qui marque cette génération Z. C'est vrai qu'on en parle énormément. Et ce qui est drôle, c'est qu'on va avoir vraiment une certaine dichotomie dans l'image de cette génération Z, puisqu'on va avoir des adolescents qui, comme le disait Lorraine, sont très sur les réseaux sociaux, sont vraiment dans l'importance de leur image. Donc, pour pousser un peu mes mots, peut-être entre narcissisme finalement et engagement, et un engagement très fort, on l'a vu, on le voit énormément, beaucoup d'engagement autour de tout ce qui va être l'écologie, le sexisme, etc., la lutte pour la sexualité, en tout cas pour une sexualité plus libérée, plus affranchie. Ces jeunes militants, en fait, vont avoir un nom, on les appelle les philanthropides. C'est un nom qui leur est donné en tout cas. Et en fait, on a une génération qui souhaite faire bouger les choses. On a un changement de paradigme entre des générations avant qui pouvaient penser que c'était vraiment les entreprises, voire le gouvernement qui devait changer les choses, qui devait impulser en tout cas ce changement. Et là, on a une génération qui vraiment pense qu'elle est elle-même actrice et que c'est d'elle que va venir le changement. Donc, on a vraiment ce changement de paradigme qui est à prendre en compte. Ils n'attendront pas d'être adultes pour faire bouger les choses et les réseaux sociaux leur permettent vraiment de diffuser et de partager leur engagement. Donc, ces philanthropies, on les connaît. Hein, pour certaines grandes figures, on connaît tous Greta Thunberg, bien sûr. En France, on a Paul Victor qui commence à faire parler de lui et qui, évidemment, qui est aussi un porte-parole de l'écologie. Donc, voilà, c'est une génération qui arrive à se faire voir, qui en tout cas arrive à se servir de ces moyens de communication pour porter ses engagements. Et voilà, donc on a d'autres exemples dont Lorraine va parler d'engagement, dont un en particulier. Donc oui, c'est le hashtag lundi 14 septembre, donc c'est tout récent, c'était au début du mois. Des jeunes lycéennes ont décidé de lancer en fait ce hashtag pour dénoncer le sexisme dans les lycées de France. Le jeudi d'avant, en fait, un groupe de filles a été pris à partie par le personnel éducatif, notamment qui ont jugé leur style vestimentaire, qu'ils ont jugé trop provoquant. A priori, d'après le tweet de l'une d'entre elles, une des surveillantes aurait même justifié les cas de viol en fonction des tenues que portaient les jeunes filles, etc. Donc, c'est allé assez loin. La twittosphère s'est carrément enflammée sur ce tweet-là. Et derrière, en fait, il y a eu aussi des manifestations devant l'école. Donc, aujourd'hui, en fait, les jeunes ont vraiment les moyens de communiquer, de faire parler et d'agir directement en étant énormément suivis. Après, il y a aussi des challenges qui ont beaucoup vu le jour sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Insta et compagnie. Donc, en fait, c'est des challenges qui sont vraiment, qu'on peut retrouver partout dans le monde. Mais c'est vraiment chacun peut agir chez soi. Donc par exemple, le trash challenge où on prend la photo d'un endroit, on le lave, on met tout en poubelle, etc. Et on prend la photo après. Ça, on peut le partager sur les réseaux sociaux. On remplit aussi des bouteilles avec tous les mégots qu'on peut récupérer dans la nature, etc. Et toujours, on partage les photos derrière sur les réseaux sociaux. Et en fait, cette génération a l'engagement bien réel, mais ça reste pas moins une génération ultra connectée. Et les réseaux sont donc un bon moyen de nourrir et d'encourager leur engagement en diffusant les actions. Cet engagement est vraiment à prendre en considération par les marques parce que la génération Z s'informe, se documente. Elle souhaite également de l'engagement de la part des marques qu'elle consomme. Et donc, en fait, il n'est pas question de lui mentir parce qu'elle sera très vite au courant.
Après, cet engagement est quand même à nuancer parce que c'est une génération également très consommatrice et consciente de son pouvoir d'achat. Les applications de vente en ligne comme Vinted, donc les applications de vente de seconde main, sont leur terrain de chasse pour acheter et revendre toujours plus. Donc, on voit une certaine ambiguïté entre écologie, économie, fast fashion, etc. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, on reparlera d'ailleurs de ce rapport à l'argent qu'a les ados avec des services de banque qui leur proposent directement des services pour eux, destinés pour eux. Pour parler maintenant assez rapidement et pour terminer sur cette partie, je vais vous parler de leur centre d'intérêt. Leurs centres d'intérêt, finalement, ils sont multiples, hein, bien sûr. On va se pencher plus spécifiquement sur 3, puisque ce sont 3 principaux aussi postes de dépenses de nos adolescents. C'est en tout cas ce qu'a étudié la banque spécialisée sur l'adolescent Xaalis. Donc, vous retrouvez la nourriture, les jeux vidéo et la mode. Un palmarès qui a été assez peu impacté, hein, par le confinement, même si évidemment les choses ont bougé. Concernant l'alimentaire, les choses ont bougé. Je veux dire par là que les points de vente ont changé évidemment, puisque outre la question des fast-food ou des boulangeries, les adolescents sont évidemment plus tournés sur les grandes surfaces et les supermarchés. Donc, pour parler un petit peu de l'alimentaire, les marques ont très bien compris que l'adolescent était friand de nourriture et aimait bien acheter des produits alimentaires, puisqu'on a eu là récemment Bad Monster Munch qui vient de sortir. Les beignets Pasquier, par exemple, sont sortis également. Saint-Michel a lui aussi sorti un produit qui sont les donuts. Donc voilà, on a quand même des produits qui sont spécialisés sur l'ado, sur des segments que sont aussi bien les gâteaux que les gâteaux apéritifs. Donc leurs postes de dépenses sont finalement toujours un petit peu sur de la finger food, en tout cas sur de la nourriture un petit peu sur le pouce, sur des postes de dépenses plutôt, sur des produits plutôt snacking en tout cas. Donc voilà, on a des marques qui ont très bien compris que l'adolescent avait en tout cas intérêt à dépenser sur ce secteur. Ensuite, concernant la mode depuis quelques années ne bouge pas, c'est-à-dire qu'elle est toujours au sportswear. Ce qui est intéressant à remarquer en revanche, c'est qu'il y a un vrai revival, mais comme toute génération, vous me direz, de tendances d'années précédentes, c'est-à-dire que là, on a vraiment les tendances, par exemple, des années 90-2000 qui reviennent en force dans les cours de collège et de lycée. Donc avec les marques telles que Champion, Fila, Kappa, etc., qui reviennent vraiment en force auprès des adolescents. On ne va pas non plus passer à côté des fameux sneakers qui sont vraiment mises à toutes les sauces. Les baskets, c'est vraiment la chaussure de l'adolescence depuis quelques années déjà. On peut parler par exemple de l'appli Digger qui est un petit peu le Shazam des chaussures et qui est venu complètement répondre à cette tendance. Et enfin, pour terminer sur les jeux vidéo, puisque pareil, les jeux vidéo, on le sait, sont très importants auprès des adolescents. Évidemment, on a entendu énormément parler pendant le confinement d'Animal Crossing, de Fortnite, avec beaucoup d'événements qui ont été menés dessus. Aujourd'hui, la tendance, elle se fait plutôt sur... c'est une tendance qui bouge très vite, puisque maintenant que le confinement est terminé, on parle beaucoup moins d'Animal Crossing. Fortnite, évidemment, garde son intérêt principal, puisqu'il est là, il est bien implanté. En revanche, on a vu Fall Guys être énormément streamé sur Twitch ces derniers temps, puisque ça a été un jeu gratuit sur le PSN, donc sur la plateforme gratuite de PlayStation. Donc avec beaucoup de vues qui ont été faites autour de ce jeu. Et plus récemment encore, aujourd'hui, la tendance est plutôt sur Among Us, un jeu en collaboratif, donc à plusieurs, où on va chercher à savoir, on est dans une équipe de vaisseau spatial et on va chercher à savoir qui sont les tueurs dans le vaisseau spatial tout en essayant de remplir des missions. Donc finalement, un petit peu comme un loup-garou. Donc on a des jeux vidéo comme ça qui se succèdent, qui font un petit peu les tendances, qui sont en tout cas à suivre sur Twitch, ce dont on parlera juste après Charlotte. Et donc, vous le voyez, les grosses actus, c'est également évidemment les sorties en fin d'année de la PS5 et de la Xbox Series X. Donc, on va laisser maintenant la parole à notre intervenante Séverine Autret, qui va nous parler, elle, de campagnes qu'ils ont menées au sein de Fred et Farid. Merci Manon. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, très bien. Oui, super. D'ailleurs, si je peux me permettre, si vous avez des questions, vous pouvez les poser grâce à l'onglet questions-réponses en bas, tout simplement. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter.
Magnifique. Alors, ce que je voulais faire, moi, c'était bien sûr échanger avec vous, même si forcément les 10-15 premières minutes, c'est plutôt moi qui vais parler, parce que j'ai effectivement des cas concrets à vous raconter qui devraient vous intéresser par rapport à la problématique de vos marques. Peut-être une chose qu'on peut faire, c'est du coup fermer la présentation. Oui. Les gens me voient bien, et puis on mettra après. De toute façon, vous avez mes coordonnées si besoin était. Donc voilà, mais l'idée, c'est vraiment, alors autant que possible, parce qu'on est effectivement en webinaire, parce que les conditions font qu'on est quand même beaucoup en virtuel en ce moment. Mais voilà, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis, de toute façon, on va se garder un petit temps de questions-réponses à la fin, qui va permettre aussi peut-être d'aller plus dans le détail de certains aspects par rapport à ce que je vais vous raconter. 2 mots sur l'agence Fred et Farid, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde nous connaisse. On est une agence française qui a été fondée en 2007 et qui est aujourd'hui une agence internationale. On a 4 bureaux. Donc, on a été fondé à Paris, mais aujourd'hui, on est aussi à Shanghai, à Los Angeles et à New York. Et pour rentrer dans le vif du sujet, une des spécificités de Fred et Farid, c'est que depuis sa création, c'est une agence qui est très connectée culturellement aux différentes cibles et en particulier aux jeunes, aux enfants et aux adolescents. Et c'est quelque chose qu'on a continué à entretenir. Vous verrez après dans les exemples dont je vais vous parler qu'on a une très bonne connaissance des réseaux sociaux, on a un fort volet et une bonne expertise en influence. Voilà, tous ces sujets qui sont assez stratégiques pour toucher les enfants et les adolescents aujourd'hui. Je vais vous raconter comment. Et par exemple, pour vous donner un premier exemple que vous avez peut-être en tête parce qu'on est en France et qu'il s'agit d'une marque patrimoniale française, on a été l'agence de Carambar pendant 7 ou 8 ans. Et en fait, sur Carambar, on a vraiment fait deux travaux différents. Donc, Carambar, c'est une marque, pour certains d'entre nous, pour les quarantenaires comme moi, c'est une marque patrimoniale qu'on a connue, nous, quand on était enfant, mais qui était vraiment en perte de vitesse il y a une dizaine d'années quand on a commencé à travailler avec eux. Et on a fait un premier boulot qui a été de reconnecter la marque avec les parents d'aujourd'hui, qui étaient les enfants qui connaissaient Carambar à l'époque. Donc, ça avait donné lieu à une opération dont vous vous souvenez peut-être. On avait fait l'arrêt des blagues. Un 1er avril, on avait laissé tomber les médias dans une fausse piste qui était que Carambar allait arrêter les blagues qui étaient historiquement sur les papiers de bonbons et qu'on allait les remplacer par des exercices de maths. Et on a quand même tenu 48 heures la fausse piste avant de révéler la supercherie, ce qui fait que ça avait été très repris par les médias. Voilà, ça avait permis de reconnecter la marque avec les parents. Et tout le travail après, qui va plus vous intéresser par rapport au sujet d'aujourd'hui, ça a été de voir comment est-ce que cette marque que les enfants appréciaient pas tellement, parce qu'en fait, les enfants en confiserie, ils étaient déjà très portés sur des marques comme Tête Brûlée, qui proposait des expériences en bouche qui étaient absolument incroyables, ça pétille, il y a des couleurs, etc. Et bon, le carambar classico de chez Classico au caramel, c'était pas très sexy déjà pour les enfants et les ados dans les cours de récré. Et donc, on avait fait tout ce travail de reconnecter la marque avec les enfants et les ados, avec 2 faits notoires. Le premier, c'est que la signature carambar, c'est de la barre, qui est une signature qui a été travaillée par l'agence à l'époque avec le client, est devenue un hit dans les cours de récré. Donc, on est sur une cible un peu plus jeune que la cible ado. Mais c'est vrai que quand on arrive à ce point à rentrer en résonance, à faire rentrer une marque en résonance avec les consommateurs et que du coup, la signature de la marque devient un type de langage, c'est vrai que le pari est gagné, c'est génial parce qu'en termes de présence à l'esprit et d'appropriation culturelle, c'est canon. Et puis, la dernière opération qu'on a faite avec Carambar en 2019, et là, pour le coup, on va se parler de réseaux sociaux, était pour les 50 ans de la marque et on a fait une OP sur Snapchat où en fait, on est allé créer avec Snapchat 50 blagues en réalité augmentée avec le petit personnage Carambar qui s'appelle le Carambaré qui racontait les blagues. Et en fait, l'objectif premier était de faire du drive to store et de générer de l'achat. Et donc, ça fonctionnait au moyen d'un QR code qui a bien marché à l'époque. Alors, le QR code est revenu en force depuis cette année et depuis qu'on scanne tous les menus dans les restaurants. Mais déjà l'année dernière, on avait réussi un coup de maître parce qu'en fait, en mettant des QR codes sur des millions et des millions de paquets de Carambar, en scannant le QR code, les enfants et les ados pouvaient avoir les blagues qui apparaissaient les unes après les autres, voilà, en réalité augmentée. Et c'est quand même une opération qui a permis de générer un uplift de 6% de ventes sur la période, sur un marché qui était en décroissance de 2%. Donc c'est quand même, faut garder en tête que c'est aussi des mécaniques. On est aussi là, nous les agences, pour d'abord et avant tout servir le business de nos clients. Et c'est des opérations qui fonctionnent aussi. Et quand on est plutôt sur
le bas du funnel de transformation et qu'on accompagne des clients plutôt sur des problématiques vraiment de transformation et de vente, là, on avait un brief qui était vraiment sur le in-store et comment générer non seulement de l'intérêt pour la marque, mais aussi des ventes. C'est des opérations qui peuvent très bien fonctionner. Ça, c'est quand même un élément important, d'autant plus par les temps qui courent, parce qu'on est quand même tous... on est dans une situation économique qui fait que voilà, qu'on a besoin aussi d'aider les marques à trouver des relais de croissance. En tout cas, nous, c'est notre rôle, à nous, agence de conseil en communication. Donc voilà, pour vous résumer un peu, c'est vrai qu'on est une agence qui a une appétence particulière pour ces cibles-là et une bonne connaissance de ces cibles-là. Ce qui m'amène à rentrer dans un cas que je vais un peu plus détailler aujourd'hui, qui était l'objet de la présentation, qui est le cas La Redoute. La Redoute, c'est un client historique de l'agence. On travaille avec La Redoute depuis 2013. La Redoute, vous connaissez tous cette marque patrimoniale qui a plus de 180 ans, qui était un peu une belle endormie en communication et d'ailleurs en business, puisque quand elle a été reprise par Éric Courteil et Nathalie Bala, c'était une entreprise qui n'était pas en très bonne santé. Et puis Éric et Nathalie ont vraiment opéré la transformation digitale de cette entreprise pour passer du catalogue qu'on connaissait tous, qui était sur la table du salon de nos mamans et qu'on feuilletait tous un peu quand on était petits les uns les autres dans la famille. On est passé à une marque qui est en fait devenue une plateforme de e-commerce qui est quasiment 100% en digital aujourd'hui. Ils éditent encore quelques catalogues sur quelques segments spécifiques de la déco, etc. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur en tout cas une expérience et une relation aux clients et aux consommateurs qui est devenue complètement digitale. Et comme on accompagne ce client au long cours, on a voilà, tous les ans un moment où on se pose un peu sur la stratégie de l'année suivante et on se dit, bon, c'est quoi le chantier de l'année d'après en communication, comment est-ce qu'on peut avancer, etc. C'est une entreprise qu'on a accompagnée en communication avec toute sa transformation digitale. Et en fait, l'an dernier, quand on s'est posé la question de la stratégie de communication, nous, une chose qu'on aime bien faire à l'agence, chez Fred et Farid, c'est de repartir d'infos très tangibles, à savoir l'état du business et les cibles de consommation. Un peu pour faire table rase de tout ce qu'on s'est raconté pendant l'année et pour revenir à l'essence même de notre métier, qui est de se dire finalement où est-ce qu'on en est de notre relation avec les clients, la marque, et qu'est-ce qu'on peut construire. Et donc, c'est le travail qu'on a fait l'an dernier. Et il faut savoir que La Redoute a pour ambition d'être la plateforme lifestyle, ce qu'ils appellent être la plateforme lifestyle préférée des familles. Donc, c'est quand même... Là, on est en plein dans le sujet, et puis c'est quand même une sacrée ambition quand on sait qu'en face, on a Amazon, Cdiscount, Fnac Darty, etc., Zalando ou Asos sur la partie vêtements. Donc, c'est quand même un sacré challenge. Et en fait, ce qu'on a observé, pour en venir au vif du sujet, en regardant la relation des consommateurs et des clients à La Redoute, on a observé qu'il y avait en fait une baisse de la consommation des ménages à partir du moment où les enfants grandissaient. Ça va s'expliquer par quelque chose qui est très simple, qui va probablement résonner auprès de ceux qui sont par ailleurs parents dans l'audience, il y en a sûrement. En fait, quand vous avez des enfants qui sont en primaire, qui ont jusqu'à 8-10 ans, on va dire, vous avez quand même peu ou prou la main sur ce qu'ils vont consommer et ce qu'ils vont mettre. Parfois, en fonction des caractères, on peut avoir des situations à gérer certains matins, mais dans l'ensemble, vous décidez quand même de à peu près ce qu'ils vont porter, même s'ils peuvent vous demander parfois des licences, des t-shirts Pokémon, etc. Et surtout, vous décidez de où vous allez l'acheter et de comment vous allez l'acheter. Donc, vous avez le réflexe en tant que maman ou en tant que papa d'aller consommer sur un certain nombre de plateformes et puis en magasin, parce qu'il y a aussi, on n'est pas que dans l'économie virtuelle, même si cette année, elle est quand même très virtuelle. Et alors après, ils rentrent au collège. Et alors, quand ils rentrent au collège, là, on les perd. Et c'est prouvé par les chiffres business de La Redoute. On observait un décrochement de la consommation des familles à partir du moment où les enfants grandissaient. Et en fait, quand on a réfléchi sur le sujet, on s'est dit, mais finalement, c'est assez logique parce que quand ils grandissent, les enfants, d'abord, vous ne pouvez plus leur imposer ce qu'ils portent, à de très rares exceptions près. C'est ce que vous disiez tout à l'heure pendant la présentation. Ils ont des goûts qui sont très prononcés. Ils sont très consommateurs de marques de sportswear et de sneakers. C'est quand même, de toute façon, les 10 marques préférées des Français, toutes catégories d'âge confondues, sont des marques de sportswear quand même. Puma, Nike, Converse, qui a fait un retour incroyable. Enfin, vous parliez de Fila, etc. Champion, on est exactement là-dedans. Et ces marques sont consommées par quasiment toutes les générations et surconsommées par les ados. Et puis, donc, ils consomment ces marques-là. Et non seulement ils ont un pouvoir de décision quasi total sur les modèles qu'ils vont consommer, mais en plus, ils commencent à avoir un pouvoir de préconisation fort sur les plateformes sur lesquelles ils vont les acheter ou les enseignes dans lesquelles ils vont les acheter. Par exemple, il y a une enseigne en ce moment qui est une enseigne
centre commercial qui s'appelle Snipes, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une enseigne qui vend de la sneakers, qui est en train de croître de dingue sur cette cible adolescent parce que les vendeurs sont super cool, la grammaire, le merch qui a été mis en place, c'est très moderne, ça fait américain, ça plaît énormément aux ados. Et du coup, on a des nouveaux acteurs comme ça qui arrivent tout d'un coup, y compris dans l'économie réelle, et qui sont en train de se faire une belle place parce que ces cibles-là, bah, concrètement, ils ne sont pas encore à l'âge où ils ont une autonomie financière, mais avec l'argent que vous leur donnez, ils vont décider dans quel magasin aller. Ou alors, ils vous traînent par la main, ils vous emmènent. Et en fait, en ligne, c'est exactement la même chose. Et donc, en ligne, on a besoin, nous qui travaillons pour la Redoute, on a besoin que les familles continuent à connecter régulièrement avec la marque La Redoute. On s'est rendu compte qu'en fait, les adolescents, La Redoute, ils ne connaissent pas. Pour une raison très simple, que je citais tout à l'heure, qui est que le catalogue n'est plus dans les familles, puisque La Redoute a arrêté complètement ses catalogues papier en 2015, je crois, de mémoire, et en particulier sur toute la partie habillement, et pour une raison simple, qui est qu'en fait, La Redoute ne fait pas du tout, dans tout ce qui concerne l'habillement et la chaussure, La Redoute ne vend pas du tout que du La Redoute. La Redoute est une marketplace qui vend toutes les marques qui sont consommées par l'ensemble de la famille, parfois en direct avec les stocks gérés en interne, et parfois en se faisant à l'intermédiaire, comme toutes les marketplaces, comme le fait Amazon, etc. Et sauf que La Redoute, les ados, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, donc il y a même un problème de notoriété, c'est-à-dire que si on fait un test en notoriété spontanée, ça ne fait pas du tout partie des marques ou des plateformes qui vont citer. Et puis, a fortiori, comme ils ne connaissent pas, ils ne considèrent pas. Et le sujet n'était pas tant de se dire avec La Redoute qu'il fallait absolument qu'on transforme en termes de vente, là tout de suite maintenant, pour que les ados commencent à consommer sur le site de La Redoute. La réalité, c'est que cet objectif-là, c'est un objectif qui est très ambitieux et qui va prendre du temps. Donc, on était vraiment sur un enjeu d'image et de considération. Mais en revanche, sur l'image et sur la considération, on avait besoin d'effectuer un travail. Parce que c'est les consommateurs de demain. Et un jour, ils s'installeront dans leur premier appart. Et un jour, ils auront une autonomie financière. Et un jour, ils fonderont une famille. Et donc, à ce moment-là, si on n'a pas commencé à semer des petites graines, ils ne consommeront pas. Par ailleurs, c'est vrai on remarque quand on regarde toutes les études, c'est un peu ce que vous avez touché du doigt tout à l'heure, que les ados, ils sont très importants au sein de la famille, et ils sont très importants non seulement pour ce qu'ils consomment pour eux-mêmes, mais aussi pour leur préconisation sur l'ensemble des achats du foyer. Typiquement, je pense que c'est un des sujets qu'on pourrait aborder quand on échangera sur Kellogg's. C'est des dimensions qui sont super importantes parce que finalement, il y a vos goûts à vous en tant que parents et puis ce que les enfants vous imposent parce que tout d'un coup, ils ont vu un truc, voilà, ils ont tel goût, vous n'avez pas forcément, et donc forcément, ils ont un impact très fort sur l'ensemble des achats. Le regard qu'un ado peut porter sur les vêtements de ses parents, par exemple, c'est un truc qui est intéressant. Sur la façon dont ça peut potentiellement faire bouger les lignes, parce que tout d'un coup, votre ado de 14 ans vous trouve très ringue dans cette jupe et que bizarrement, la jupe, après, vous la mettez plus, si vous trouvez qu'il n'a pas du tout raison. Donc voilà, donc c'est un vrai sujet, la considération des ados pour les marques en général et pour une marque comme La Redoute. Et donc, sur la base de cette stratégie, on a fait deux choses. La première chose qu'on a faite, c'est que par ailleurs, on avait un enjeu avec La Redoute qui était de reconnecter avec l'ensemble des familles françaises. Et ça faisait longtemps que La Redoute ne s'était pas exprimée en publicité. C'est quand même une belle marque française, patrimoniale, etc., qui avait adopté une stratégie depuis quelques années qui était très héroïste. Donc, on faisait beaucoup de search, de communication mobile, de communication plutôt en bas de funnel, le bon produit à la bonne personne au bon moment en digital, puisque c'est une marketplace. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas repris la parole en télévision. Et donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit, puisqu'on doit reprendre la parole en télévision, même si on sait que les ados ne sont pas beaucoup devant la télé, on va quand même teinter l'histoire qu'on va raconter aux Français d'un peu d'adolescence. Et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en scène dans le film qui est sorti au mois de mai, que je pourrais vous montrer d'ailleurs, si vous ne l'avez pas tous en tête, peut-être qu'on peut le regarder. Ça sera peut-être un peu plus concret pour tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on a choisi dans ce film, vous allez voir, de mettre en scène une adolescente qui a 14 ans, dans une histoire de famille recomposée qui est quand même peu ou prou la réalité de ce qui touche les gens aujourd'hui, parce qu'on a tous... ou c'est notre cas, ou c'est le cas d'une petite copine de collège, etc. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Et c'était important pour nous, pour reconnecter culturellement avec les Français, de tenir compte de cette réalité-là. Et puis après, on a choisi un certain nombre d'éléments pour quand même commencer à rentrer en résonance avec les ados, même si les ados, encore une fois, ne sont pas devant la télé.
La premier élément, c'est que vous allez voir le produit héros du film, c'est une paire de Converse. Et donc là, bah, carton plein, parce qu'en fait, c'est une des marques qui a fait un retour absolument incroyable. Ce n'était pas du tout le fait du hasard. C'est un choix qu'on a fait avec la Redoute ensemble par rapport à du potentiel pour le coup de business et avec un objectif qui était de légitimer finalement la relation entre la Redoute et les ados. Donc, il fallait être crédible, donc il fallait montrer une marque qu'ils adorent, qu'ils consomment, etc. pour qu'il y ait ce petit effet de ah oui, je ne m'attendais pas à ça de la part de la Redoute, mais effectivement, il y a Converse sur le site de la Redoute.fr, donc ce n'est pas neutre. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a choisi pour ce film une bande-son qui est une jolie chanson d'une artiste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pomme, qui est très, très, très populaire auprès des adolescents. Et donc, d'une part, ça servait le propos du film, parce que vous allez voir, on est sur un terrain qui est un peu émotionnel, et donc cette chanson, elle est parfaite, etc. Donc, on n'a pas fait de sacrifice artistique, mais d'autre part, il se trouve que cette artiste-là, elle est adorée des adolescents, et que donc, forcément, même si on se dit que c'est compliqué d'intéresser les ados à une marque en ayant une relation comme ça, un peu top-down, d'une marque qui émet un message sans créer d'interaction, on va se parler de la partie interaction juste derrière. La réalité, c'est que si vous faites quand même un film, vous avez un travail qui est quand même un travail de reconnexion avec cette cible-là, ils ne vous regarderont certainement pas à la télé, mais ils consomment beaucoup de replay, ils peuvent consommer de la catch-up, vous le disiez tout à l'heure, ils sont sur YouTube, et donc potentiellement, les quelques-uns qu'on allait réussir à attraper dans cet écosystème-là, ça allait quand même permettre de créer un tout petit premier effet de « Ah tiens, ok, cette marque… elle me parle un peu, voilà. C'était l'objectif de la campagne télé, ni plus ni moins. Et après, vous allez voir qu'on a creusé en digital et en activation. Qu'est-ce que vous en pensez? Manon, peut-être je monte le film? Oui, vous pouvez tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'en profite. Pardon? Ça sera plus concret? Oui, bien sûr. Vous avez l'onglet diffusé normalement en bas. Vous pouvez partager votre écran. J'en profite pour redire à nos spectateurs que vous pouvez profiter évidemment de regarder le film et de poser vos questions à Séverine, puisqu'on reviendra tout à l'heure dessus. Alors, je suis désolée parce que c'est la version longue du film, donc elle est un peu longue. Et comme ça, vous l'aurez vu et puis on se parlera de… Alors, voilà. Je partage mon écran. Oui, on la voit, c'est bon. Super. C'est de mettre en plein écran si c'est possible. On n'entend pas le son, Séverine. Oui, championne du monde. Elle est là, ma fille. Ah oui, justement, je voulais dire. Oh, je t'avais dit qu'elle habitait là. Tu voulais de l'eau, non? J'ai pas fini. À table. Nous à table. Oh. Où la lumière allumée, tu décideras. C'est un petit peu chaud. Ah, j'ai trouvé. T'en penses quoi? Faudra-t-il me raconter? Je vais mes anniversaires. C'est ce que je fais. Les âmes que tu as soufflées. Elles sont trop belles. Énervée, vraiment. Le Noël sans goût. Et quand le vide m'appelait, le désir fou. Ok, bah vas-y. Enlacé dans le noir, où la lumière allumée. Non, papa, non. Bonjour, monsieur Vasseur. Oui, ça me va. Voilà pour vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.
qui décide. Hop, je reprends la main. Donc vraiment, là, l'objectif, vous le voyez, on est vraiment dans une campagne de marque, on s'adresse à tout le monde, la France entière. Mais voilà, dans ce film, on avait déjà souhaité teinter un peu le propos pour essayer de reconnecter un peu avec les adolescents. Je fais d'ailleurs une parenthèse sur le format. Ce que vous avez vu là, c'est un format qui est très long, qui fait quasiment 3 minutes, qui n'a été évidemment dédié qu'au digital et qui a été quasiment, de mémoire, pas poussé en médias parce que médiatiser du 3 minutes, ça coûte beaucoup d'argent. Mais néanmoins, avec la marque, on tenait beaucoup à avoir un format plus long parce que c'était aussi un moyen de pouvoir aller faire des placements très affinitaires par rapport à nos cibles, etc. et de pouvoir permettre de passer un peu plus de temps avec la marque. En télé, on a diffusé du 1 minute et du 1 minute 30, ce qui est déjà des formats très longs par rapport à la moyenne des spots télé qui sont plutôt de mémoire autour de 22 secondes aujourd'hui. Et c'est une campagne qui a très très bien fonctionné. C'est une campagne qui a généré plus de 80% d'agréments, ce qui est un record. Ce qui est un record pour la Redoute, un net record. Et voilà. Et la campagne est rediffusée là au mois de septembre parce que la Redoute a souhaité du coup remettre du budget en médias en voyant les bons résultats qu'elle avait donnés. Et cela étant, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, bien évidemment, on n'a pas la naïveté de croire qu'en faisant un film télé, on va séduire les adolescents. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Ça a fait de la présence à l'esprit, ça a fait de la notoriété. Sur les adultes, ça a certainement fait de la considération. Sur les ados, ça n'aurait de toute façon pas suffi. Et dès le départ, quand on a travaillé avec la Redoute, on avait échafaudé une stratégie qui était d'une part une stratégie de posture. Donc avec ce film, on énonce ce que la marque, la proposition de la marque auprès des consommateurs, auprès de ses clients et non-clients. Et cette stratégie de posture devait être accompagnée par une stratégie de preuve. Et sur la stratégie de preuve, l'idée, c'était en particulier auprès de la cible adolescente de se dire comment est-ce qu'on peut rentrer en connexion plus forte avec les ados, sachant qu'un film ne suffit pas, et qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, on avait acté dès le départ, au moment du film, avec la Redoute, qu'on allait travailler sur en fait, des activations digitales. Donc là, on rentre un peu plus dans le registre de ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur 40 bars, qui est de se dire, suivant notre connaissance de la cible, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils consomment, et du coup, qu'est-ce qu'on peut inventer entre la Redoute et eux pour essayer de commencer à créer un lien. Et qui est donc l'objet de l'opération que je vais vous raconter. Donc la Redoute sur les adolescents, le sujet principal, c'est quand même un sujet d'habillement et de habillement et chaussures, donc habillement au sens large. Les ados, de manière générale, vous le disiez un peu tout à l'heure, c'est une cible qui est très difficile à choper parce que c'est une cible qui est très ambivalente. D'une part, ils ont une relation aux marques qui est très forte. C'est-à-dire que quand vous parlez de Nike aux ados, alors, on n'a quand même jamais vu ça. Ils sont absolument fans de cette marque. Ils ne se posent d'ailleurs pas beaucoup la question de comment les Nike sont fabriqués, entre parenthèses. Mais en même temps, ils sont capables de descendre dans la rue pour manifester avec Greta parce que la planète… Donc, c'est une cible qui est très mouvante, qui est capable de s'enthousiasmer, d'avoir des élans d'émotion pour des grandes causes et qui à la fois est très consumériste. Et c'est ce que vous disiez très justement tout à l'heure, il y a une ambivalence incroyable entre leur souci du paraître et en particulier sur les réseaux sociaux et par ailleurs les valeurs qui peuvent les animer. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas c'était légitime pour la Redoute, mais je pense que de manière plus générale, c'est une cible qui fait payer très cher aux marques le manque de sincérité. C'est une cible qui aime bien rentrer dans des relations authentiques, qui n'aime pas qu'on les prenne pour des cons, pardonnez-moi l'expression, et voilà, et du coup, qui n'aime pas être instrumentalisée. Donc, de manière générale, quand on commence à se dire qu'on va connecter avec des ados, il vaut mieux y aller avec
avec un souci d'authenticité, parce que souvent, ça montre de meilleurs résultats. Ce qui veut aussi dire que quand on commence à considérer des sites comme celle-là, il faut quand même être dans une démarche à minima de moyen terme. Et typiquement, moi, je vais vous raconter une activation qu'on vient de faire là avec la Redoute sur les ados, mais autant vous dire que c'est la première d'une longue série et qu'on va pas se dire, tiens, l'année prochaine, on va travailler les 2-4 ans. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un engagement de long terme aussi de la part des marques pour consolider les liens quand on arrive à créer un lien. C'est très important parce que ils se nourrissent de relations authentiques aux marques. C'est très important pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on a imaginé pour la Redoute ? Pour la Redoute, en fait, on a imaginé qu'on allait investir TikTok, la plateforme TikTok. Pour plusieurs raisons. Vous mentionniez tout à l'heure Snapchat et Instagram. C'est vrai que Snapchat et Instagram sont des plateformes également très consommées par les ados. Il se trouve que Instagram est déjà utilisé pour la Redoute plutôt auprès d'une cible femme, mère de famille, comme un relais du catalogue. Donc à la fois en post, à la fois en influence, etc. Et qu'on avait le sentiment qu'on voulait créer une relation un peu plus authentique avec les ados et ne pas être juste dans une exposition à des messages qu'on allait leur mettre sous le nez, mais d'être aussi plus dans un schéma d'interaction. Et à partir de ce moment-là, on a donc considéré que ce n'est pas sur Instagram qu'il fallait le faire et que TikTok était une proposition intéressante parce que ce qui est intéressant avec TikTok, c'est que c'est la seule plateforme qui à ce point, donne la part belle à la créativité. Et c'est pour ça que les ados en sont très friands. Si vous allez un peu vous promener, télécharger l'application, parce qu'en fait, le meilleur moyen, c'est de commencer à se frotter à la réalité des choses quand on commence à appréhender ces cibles-là. TikTok, c'est une plateforme qui est très facile à appréhender, parce que vous n'avez même pas besoin de vous créer un profil. À partir du moment où vous téléchargez l'app, vous pouvez commencer à consommer de la vidéo. Et en fait, quand vous allez vous connecter sur TikTok, vous allez voir où vous rentrez des mots-clés et tout d'un coup, vous avez des vidéos qui vont remonter, qui sont liées à ces mots-clés, ou vous allez juste consommer de la vidéo qui sont les vidéos les plus vues du moment, qui vont remonter naturellement dans votre feed. C'est déjà une bonne manière de se familiariser avec la plateforme. Et nous, ce qui nous intéressait avec TikTok, c'est que ça nous permettait vraiment, nous semblait, les chiffres l'ont confirmé après, ça allait nous permettre de créer une relation plus authentique entre la marque et les ados. Et ce qu'on a fait, la mécanique est toute simple. Et puis, je rajoute un point quand même, je crois qu'il a été mentionné tout à l'heure, mais je sais plus. C'est que TikTok était déjà une plateforme plutôt à succès auprès des ados, mais alors le confinement, c'est du délire. C'est-à-dire qu'on l'a tous vécu chez nous. C'est vrai que les ados sont très équipés en mobile et en tablette. Ils sont très connectés et la plateforme a vraiment explosé ces derniers mois. Donc, on savait qu'on avait une audience qui était un peu quelque part une audience captive, si tant est qu'on leur propose une expérience intéressante. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a proposé, on a fait un casting, en fait, tout simplement. Moi, j'avais travaillé, dans ma précédente agence, j'avais travaillé avec Kiabi pendant plusieurs années. On faisait un casting annuel, à l'époque sur Facebook, parce qu'on était sur une cible qui était plus large, qui était plus une cible intergénérationnelle, toute génération confondue. Et pour la collection jeans, il y avait un casting fait par Kiabi tous les ans. Et à chaque fois, le casting était un carton absolu, parce que les gens, en fait, quand ils ont une jolie relation avec une marque, ils aiment bien se dire que potentiellement, voilà, ils peuvent être dans le catalogue, qu'ils pourraient être mis en scène. Ça ne demande pas trop d'investissement personnel et à la fois, ça apporte aux gens leur petit moment de popularité. Et en fait, les gens en général, et en particulier les ados, sont beaucoup en recherche de petits moments de popularité. C'est vraiment un des leviers pour les activer. Donc, on leur a proposé un casting, mais comme on était sur TikTok, on leur a proposé un casting sous forme de challenge. Et en fait, c'est un des points clés dans le succès de l'opération. On n'est pas allé les chercher sur TikTok pour leur faire des choses qu'ils ne font pas d'habitude sur la plateforme. On s'est complètement fondu dans les usages TikTok et la raison pour laquelle ils consomment cette plateforme. Aujourd'hui, les ados, ils vont sur TikTok parce qu'ils aiment bien faire des challenges. Que ce soit des challenges proposés par des marques, des influenceurs ou des inconnus complets qui d'ailleurs deviennent très connus derrière. Ce qu'ils aiment, c'est se mettre en scène. Les mobiles d'aujourd'hui permettent de faire du petit montage vidéo avec de la musique. C'est hallucinant ce qu'on arrive à faire avec un mobile aujourd'hui. Et en fait, eux, ils ont digéré tout ça. Ils sont complètement là-dedans. Donc aujourd'hui, les ados sont tous des producteurs de contenu. Ils demandent des GoPro pour leur anniversaire. Enfin, vraiment, ils sont là-dedans. Et voilà. Et comme le sujet, c'était quand même de faire considérer la Redoute comme un fournisseur de vêtements et de chaussures, à la fin, c'était quand même ça l'histoire, même si on sait très bien qu'ils ne vont peut-être pas nous acheter tout de suite. On leur a proposé de réaliser un challenge
sais pas si vous voyez sur TikTok ces vidéos qui d'ailleurs circulent aussi sur Instagram, etc., qui sont des vidéos en format story, donc en format vertical, avec des personnes qui changent de tenue plusieurs fois de suite. Donc, c'est des vidéos qui durent entre 6 et 10 secondes maximum, avec plusieurs changements de tenue et avec un petit effet de montage qui rend le truc un peu magique, un peu ludique, voilà. Et en fait, c'est ça qu'on leur a proposé de faire, sans aucune obligation d'achat. Et on leur a dit, à partir du 14 août jusqu'au 15 septembre, pendant un mois, vous allez poster, on a créé une musique dédiée pour le challenge, on a créé un hashtag dédié qui était le hashtag La Redoute Challenge. On leur a dit, vous allez poster votre vidéo de changement de tenue avec ce que vous avez dans votre placard pour participer au concours. Et si vous avez bien fait le changement de tenue, mentionné le hashtag et utilisé la musique, et ben vous êtes éligible pour être sélectionné parmi les 4 à 6 ados qui au final gagneront le concours. Et le lot, c'était de pouvoir venir à Paris en studio pour re-shooter sa vidéo avec un professionnel, un réalisateur, un photographe, etc. Et pour après être relayé, voir sa vidéo relayée à la fois sur le site de la Redoute et à la fois sur les réseaux sociaux de la marque avec quelques formats médias, donc pour la fameuse popularité que les ados cherchent tant et aiment tant. Et pour booster la performance du challenge, on a travaillé avec des influenceurs. Une des choses qu'on fait à l'agence, dans les services qu'on propose aux marques, on a une expertise assez poussée en influence auprès de toutes les cibles, mais en particulier auprès de la cible ado. Et les influenceurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les nouvelles stars. C'est absolument incroyable la popularité de ces gamins et de ces gamines, parce qu'en plus souvent ils sont assez jeunes. Les influenceurs que consomment les ados sont eux-mêmes des ados ou des post-ados, pas souvent des adultes, en tout cas pour les nouveaux profils. Et on est allé chercher 4 influenceurs qui sont très légitimes sur TikTok, qui sont très légitimes sur tout ce qui est vêtements, look, etc., de manière à créer la relation pour avoir un peu une caution authenticité en fait pour la Redoute et se dire voilà, pour connecter avec ces ados, je vais utiliser ces influenceurs qu'ils aiment déjà, qui suivent déjà et qui vont activer leur communauté. Et donc les influenceurs, ils ont choisi ce qu'ils voulaient sur le site de la Redoute, on leur a envoyé les tenues, on leur a demandé de faire eux des vidéos pour montrer l'exemple, et c'est ces petites vidéos là des influenceurs qu'on a poussées mi-août, alors que les ados n'avaient quand même que ça à faire d'être sur TikTok parce qu'on était en pleine vacances scolaires, ce qui n'était pas un hasard non plus en termes de stratégie de moyens. Et ça a été un carton absolu. C'est-à-dire que là, on vient de finir le casting. On s'attendait, on avait pas mal échangé avec TikTok sur le potentiel de l'opération parce qu'on est très, comme je vous le disais tout à l'heure, on est très concerné par le business de nos clients et on n'est pas là pour faire de l'art. Donc, on voulait quand même s'assurer qu'à minima, on allait toucher la cible. On s'attendait à avoir à peu près 40 000 vidéos. Et en fait, on a eu plus de 200 millions de vues. On a eu 41 000 participants uniques, donc créateurs uniques de vidéos, et en tout, à peu près 120 000 vidéos créées. Puisqu'il y a des candidats qui ont participé plusieurs fois, puisque le nombre de fois n'était pas limité. Donc, on a quand même battu le record de TikTok en France. Ce qui était génial parce que la Redoute, voilà, c'est quand même une marque patrimoniale qui n'a pas forcément la perception toujours d'être une marque moderne, même si c'est une entreprise qui a vraiment réussi sa transformation digitale. Et là, tout d'un coup, ça a fait un accélérateur de modernité pour la Redoute. Et puis surtout, on a des ados qui ont passé beaucoup de temps avec la marque et qui en parlaient. On a un collègue de travail qui était chez H&M l'autre jour et qui entendait 2 gamines dire « T'as vu, il y a un challenge qui est super sur TikTok pour la Redoute et tu peux être l'égérie. » Donc, chez H&M, quoi. Donc, c'est quand même génial. Et ça a été un énorme succès. Séverine, je suis désolée, je ne veux pas vous couper, mais on arrive un petit peu au bout du temps. C'est très, très intéressant, mais si on veut pouvoir passer à tout le monde, il va falloir conclure. Je peux juste donner peut-être 3 tips pour les recettes du succès. Donc, l'authenticité. La démarche authentique, c'est super important. La stratégie des moyens, c'est super important. Donc, il faut se faire accompagner par des agences où parfois c'est internalisé chez les marques, mais qui connaissent vraiment bien les plateformes. Et je pense que le challenge, nous, il n'aurait pas eu autant de succès si on n'avait pas choisi les bons influenceurs pour le pousser, pour l'accompagner. Et puis la troisième chose, c'est qu'on ne peut pas tous être experts de toutes les cibles et de tous les sujets.
Mais quand on n'a pas l'expertise, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des gens qui connaissent bien cette cible-là, qui, comme vous le disiez, n'est pas facile à appréhender. Donc, je dirais que c'est les 3 raisons pour lesquelles ça a si bien fonctionné. Ok, merci beaucoup en tout cas, une intervention très très riche et qui effectivement apporte beaucoup de compléments à ce qu'on a dit au début et qui vraiment, je trouve, est force de proposition pour toutes les marques qui peuvent nous suivre aujourd'hui. Donc merci Séverine. On va maintenant passer à l'intervention de Charlotte qui va elle nous parler plus spécifiquement de Trésor de Kellogg's. Donc Charlotte, je vous laisse la main. Super, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, bonjour à tous. Peut-être avant un peu de commencer, moi aussi, je vais parler beaucoup du digital. Hein. Comme on l'a vu, le digital reste le moyen, on va dire, phare de communiquer et de s'adresser aux ados. Donc, Trésor, c'est la première marque du marché de céréales en France. On est à peu près à quasiment 18% de part de marché. Et pour remettre un peu le contexte autour du marché des céréales en ce moment, c'est qu'avec le confinement, le marché des céréales a vraiment eu un véritable boom en termes de consommation. Beaucoup de personnes qui ont dû redécouvrir un peu la praticité des céréales en période de confinement et en période de cohabitation avec ados, enfants à la maison, entre l'école, le travail. Donc, on a vraiment observé un pic de consommation des céréales. Et puis, on a remarqué, on l'a bien vu dans nos chiffres, Kellogg's a été vraiment une des marques très plébiscitées par nos consommateurs et nos shoppers. Et si on regarde vraiment au sein de Kellogg's, c'est Trésor qui a vraiment été le grand gagnant de cette surconsommation, puisqu'on a gagné et récupéré aussi beaucoup de consommateurs. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de continuer à garder tous ces nouveaux consommateurs et ces anciens qui sont revenus à la marque. Et pour le faire, du coup, on fait très attention à comment communiquer et bien communiquer auprès de nos ados. Donc, je vais vous partager aussi une petite présentation pour vous montrer comment nous avons fait évoluer et comment nous avons fait évoluer la manière de communiquer aux ados. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien. Parfait. Donc, comme vous le disiez tout, vraiment, le digital, c'est le canal vraiment phare pour communiquer aux ados. Et pour réussir sur le digital, c'est un peu ce que vous disiez, Séverine, il faut vraiment savoir où on va, sur quelle plateforme, et surtout, il ne faut pas y aller parce que toutes les marques y vont. Comme vous disiez, l'authenticité est vraiment clé, donc il faut vraiment en amont connaître toutes les spécificités des plateformes et faire en sorte aussi de venir sur les plateformes qui vont vraiment faire résonance et faire sens auprès de votre cible. Donc sur Trésor, en fait, on a pas mal commencé avec la plateforme Instagram, puisqu'on sait qu'Instagram était au début la plateforme des ados. Et on avait une communication, une stratégie d'always on, c'est-à-dire qu'on venait très régulièrement poster du contenu auprès de notre cible. Et on s'est très vite rendu compte que c'était pas forcément la meilleure stratégie. Et on a fait évoluer cette stratégie vers une stratégie qu'on appelle chez nous de always relevant. C'est-à-dire qu'on est venu avec des publications, donc une fois par mois, un post auprès de notre cible pour ne pas les surcharger et faire en sorte que ce qu'on allait publier, ce qu'on allait poster, mettait en scène ou reprenait un thème, une passion, un intérêt qui avait vraiment du sens auprès de notre cible. Et comme vous le voyez à l'écran, je vais pousser les petites têtes, on a vraiment fait en sorte de mettre en avant des sujets qui font vraiment sens, ce serait de cette cible. Donc, nous avons fait un post sur One Piece. One Piece, c'était un des mangas très célèbres qui est sorti en début d'année. Un petit post aussi sur le retour de la série Casa del Papel ou encore sur le gaming, ce qui est très important. Et ce qui est important chez nous, c'est qu'on vient vraiment, en fait, dans notre manière de communiquer, mettre en scène nos valeurs et nos attributs de la marque. Et puis, bien évidemment, l'objectif pendant le Covid, ça a été vraiment d'être réactif, d'accompagner aussi notre cible pendant le confinement. Comme vous voyez, voilà, on a changé nos plans et on a fait un petit post un peu post-confinement pour toujours donner le sourire et accompagner notre cible. Et on allait plus loin aussi dans le confinement. On a utilisé la plateforme Instagram pour mettre en place un filtre. Voilà, donc c'est quel chocovore êtes-vous? Et ce filtre, on l'a posté comme ça sur Instagram, sans aucune médiatisation. Et on a eu des bons résultats puisqu'il a été utilisé par 90 000 utilisateurs d'Instagram. Donc, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous invite à le tester puisque c'est assez fun. Donc voilà, c'est vraiment important de se planifier, mais aussi de toujours garder cette liberté de s'adapter vraiment à l'actualité
pour faire en sorte de bien coller aussi à l'actualité du moment et toujours apporter du contenu qui soit vraiment pertinent auprès de notre cible. Autre plateforme très importante pour les ados, hein, vous le parliez tout à l'heure, on a parlé des intérêts de notre cible, hein, vous disiez l'alimentation, le gaming et l'alimentation et l'habillement. Eh bien, nous sommes allés sur Twitch. Twitch, pour ceux qui connaissent un peu moins cette plateforme, c'est la plateforme de streaming pour les gamers. Donc, c'est une plateforme où vous pouvez assister à des parties de jeux vidéo en ligne et vous avez beaucoup aussi d'influenceurs et de chaînes avec beaucoup d'émissions et de contenus. Donc, aujourd'hui, la plateforme de Twitch, c'est un des lieux incontournables pour nos ados. Et du coup, nous avons une belle collaboration avec Twitch puisque on a commencé à travailler avec Twitch en 2017 et on a été une des premières marques vraiment à venir sur la plateforme. Et on a collaboré avec des influenceurs phares de Twitch. Hein. À l'écran, vous voyez Lutti. On a eu plusieurs collaborations et vraiment une collaboration main dans la main puisque Twitch nous a vraiment aidé à naviguer dans ce monde du gaming et à passer du statut un peu de débutant dans ce domaine pour venir vraiment à un acteur légitime dans ce domaine du gaming. Et on a fait en sorte aussi, donc on a fait coller nos activations en magasin. Nous avions des temps forts pour faire gagner par exemple des drones et Twitch est venu prendre ce temps fort et adapter du contenu et créer du contenu pour vraiment scénariser et mettre en scène ces temps forts. Comme vous le voyez en 2018, on avait organisé une vraie partie avec Lutti qui pilotait un drone et puis on avait l'audience de Twitch qui devait nous aider à guider le drone pour larguer le chocolat dans la bouche du chocovore. Donc voilà, c'est très ludique, ça fait participer l'audience, c'est ça qui est important sur Twitch. Et on a, donc quand vous voyez, Trésor a réussi à devenir vraiment légitime dans le domaine du gaming et on a renforcé cette légitimité pendant le Covid. On a été très réactifs et pendant le Covid, on s'est remarqué qu'il y a eu une très très forte consommation de Twitch. Hein, c'est normal, avec tous ces ados à la maison, la consommation digitale a fait un boom. Et nous avons l'opportunité avec Twitch de sponsoriser l'émission Popcorn. Popcorn, c'est l'émission qui est portée par l'influenceur phare, un autre influenceur phare de Twitch qui est Domingo. Et donc, nous avons sponsorisé l'émission. Voilà, vous le voyez dans le contenu, notre marque est venue vraiment s'intégrer dans le contenu de l'émission Popcorn. Et puis Domingo aussi a joué le jeu sur les réseaux sociaux. Donc, il a fait plusieurs stories pour mettre en avant et promouvoir notre partenariat, Twitch et Trésor. Nous renforçons toujours, comme vous le disiez Séverine, l'authenticité et la relation d'engagement de long terme est important. Donc c'est pour ça qu'on continue vraiment notre communication et notre partenariat avec Twitch, puisque c'est important pour les ados de ne pas voir les marques juste en one shot, mais vraiment cette authenticité. Donc on continue et on renforce encore plus notre partenariat et notre légitimité sur le gaming avec le partenariat que nous faisons en ce moment. Donc en ce moment, si vous allez sur Twitch, vous allez pouvoir voir un petit nouveau dans les influenceurs, c'est le chocovore. Le chocovore, voilà, c'est notre mascotte, c'est nos petites céréales qui mettent en place toutes les stratégies inimaginables possibles pour du coup manger le chocolat. Donc le chocovore fait partie intégrante maintenant des influenceurs sur Twitch et il est mis en scène dans plusieurs contenus, que ce soit des billboards, dans les émissions même. Nous avons d'ailleurs un fil rouge dans plusieurs émissions sur Twitch et sur la chaîne du stream où quelqu'un se cache derrière le chocovore et l'audience de Twitch doit essayer de retrouver qui se cache derrière le chocovore. Donc, il y a des indices qui sont disséminés dans plusieurs émissions pour trouver la personne et on aura une émission un peu plus tard, parce que c'est un partenariat de 2 mois, donc vers fin octobre, pour enfin révéler qui s'est caché derrière ce chocovore. Donc, comme je vous le disais, on essaye vraiment de fournir une vraie expérience à l'audience de Twitch. Et pour ça, donc on va s'intégrer dans plein d'émissions pour vraiment créer ce partenariat et que ça soit sur le long terme. Et aussi, ce qui est très important sur Twitch, c'est le chat. L'audience de Twitch est très consommatrice du chat et donc on a développé des petits émoticônes en forme de chocovore, mais on a repris les caractéristiques un peu clés de certains d'influenceurs, comme vous pouvez les voir à droite du stream, pour vraiment du coup coller et s'intégrer au mieux possible dans l'univers de Twitch.
Et puis, la partie évidemment toujours importante, c'est le social media. Donc, tous les influenceurs du stream jouent le jeu. C'est vraiment des influenceurs sur Twitch. Là, ce qui est bien, c'est que si les influenceurs trouvent pas vraiment d'intérêt pour votre marque ou trouvent que ça colle pas forcément, ils préfèrent refuser le partenariat. Donc là, vous avez vraiment l'engagement des influenceurs, une affinité avec la marque, et donc ça va aider aussi dans ce partenariat à le rendre authentique et à jouer le jeu jusqu'au bout. Donc voilà, donc nous avons cette campagne en cours, nous avons de fortes ambitions derrière et on a hâte du coup de connaître les résultats. Donc je vous conseille de vous rejoindre, enfin de vous joindre sur Twitch de temps en temps, comme ça vous pourrez voir notre partenariat. Et je vous ai mis aussi le petit teaser pour que vous puissiez avoir une des illustrations de comment nous avons intégré la marque Trésor dans l'univers de Twitch. Et là, vous voyez, c'est notre influenceur clé avec lequel nous avons travaillé depuis des années, Lutti. Donc, vous voyez, avec ce petit teaser, on a laissé vraiment carte blanche à Lutti pour imaginer un peu cette vidéo. Et c'est très important puisqu'ils sont vraiment en fait très connaisseurs de ce qu'aime leur audience. Et c'est bien de laisser libre cours et de laisser une certaine liberté puisque ça permet de créer du contenu qui est vraiment en phase avec ce que l'audience a l'habitude de voir. Et ça permet d'intégrer votre branding et de mettre en place, de partager vos valeurs et le message de la marque d'une manière qui va être perçue de manière authentique et on va dire bien perçue par la cible, par l'audience. Autre plateforme qui est très consommée par notre cible, on en a beaucoup parlé, c'est Snapchat. Donc Snapchat, on a essayé déjà de se lancer un peu comme des grands tout seuls sur Snapchat il y a quelques temps. Et puis finalement, on n'a pas eu la bonne stratégie puisqu'on est venu un peu en one shot sur cette plateforme. On a créé un filtre. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas la meilleure façon de venir sur Snapchat. Il valait mieux venir d'une manière un peu plus continue et avec et peut-être avec un partenaire aussi qui connaît bien les codes de Snapchat pour optimiser aussi, parce que ça peut être cher aussi de venir seul un peu sur les réseaux sociaux. Les formats peuvent vite entraîner des budgets assez importants et c'est un peu dommage puisqu'on n'était pas au rendez-vous de nos attentes. Donc, on a décidé de s'associer à un partenariat, un partenaire qui est qui a l'habitude de cette plateforme Snapchat, c'est Combini. Et ce partenaire, ça tombe bien puisque c'est un des médias qui est fortement consommé par notre cible. Notre cible aujourd'hui est très intéressée par le contenu de Combini. On le disait avant, c'est une cible Combini, juste peut-être pour vous dire, c'est un média social média d'information qui est très connu pour des formats très spécifiques, des petites vidéos courtes, qui est aussi met en avant beaucoup de sujets qui sont très à cœur de notre cible, l'écologie, tous les sujets un peu autour avec le hashtag MeToo qu'on a pu avoir dernièrement. Donc, on s'est rapproché de Combini et là encore, on a vraiment capitalisé sur leur connaissance de Snapchat et on leur a laissé la liberté de nous proposer une vraie stratégie pour qu'on puisse du coup venir sur Snapchat et pour que ça paraisse de manière pertinente auprès de notre cible. Et donc, Snapchat nous a proposé de réutiliser des formats qui sont très connus par leur cible. Vous voyez à l'écran, c'est l'horoscope et c'est le OSEF, donc c'est le on s'en fout, donc c'est une information que je vous partage, mais qui ne va pas forcément changer la face du monde, mais c'est un petit clin d'œil assez rigolo. Et Combini, du coup, nous a proposé de les adapter avec nos valeurs et le message qu'on souhaitait faire passer. Vous voyez, l'horoscope est devenu le chocoscope. Donc voilà, nos chocovores ont envahi cet horoscope. Et pour le OSEF,
eh bien, toujours une information pas forcément très intéressante, mais qui fait sourire et qui est bien dans l'univers fun de notre marque. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez savoir que le chocolat au lait fond beaucoup plus vite que le chocolat noir. Donc voilà, donc c'est très important de bien s'associer, vous le disiez Séverine encore tout à l'heure, de s'associer avec des agences qui connaissent vraiment les réseaux sociaux. Là, l'avantage, c'est que Combini est un vrai acteur sur Snapchat et ça permet vraiment de venir sur un réseau social, et vous savez que ça va être la stratégie gagnante puisque les contenus que vous allez proposer, ils seront déjà adaptés, enfin ce sera déjà des contenus que votre cible a l'habitude de consommer et de voir, et ça sera aussi adapté pour faire en sorte que vos valeurs viennent vraiment se fondre dans l'univers dans l'univers de la plateforme. Et puis, la dernière plateforme que on souhaite investiguer, on en a beaucoup parlé, c'est TikTok. Vous l'avez bien compris, TikTok, c'est la plateforme phare en ce moment. Et puis c'est, comme vous le disiez encore, c'est pas évident de venir sur TikTok. Et donc, encore une fois, je vous le dis, certes, TikTok, c'est la plateforme du moment, mais il ne faut pas y aller parce qu'il faut y aller. Il faut vraiment y aller avec une bonne idée. Et aujourd'hui, on sait que le challenge, c'est un des contenus phares de TikTok. Et contrairement à la Redoute, sur Trésor, c'est un peu plus compliqué de développer un challenge entre Trésor et les céréales. Les idées que certaines agences ont pu nous proposer ne nous ont pas satisfaites pour le moment. Donc, on préfère attendre, réfléchir pour venir avec un vrai challenge, du contenu qui soit vraiment pertinent pour notre cible. Et donc, en attendant, eh bien, on va faire un test and learn sur TikTok pour voir comment notre contenu et notre marque réagit auprès de l'audience. Et on va venir avec un format publicitaire. Et ce test and learn nous permettra d'adapter notre plan média pour l'année prochaine. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour vous montrer un peu comment avec Trésor, on a essayé vraiment de faire évoluer notre manière de communiquer auprès des jeunes. Le digital reste le canal le plus important pour communiquer, mais voilà, il faut aussi faire évoluer nos plateformes. On l'a tous fait au début, on a commencé avec Facebook, on s'est vite rendu compte que Facebook, maintenant pour les jeunes, c'est quoi Facebook? Non, on ne connaît pas. C'est vraiment dépassé. Et voilà, il faut faire évoluer, il faut garder Instagram, parce qu'il reste quand même bien utilisé, surtout la messagerie par les jeunes. Mais il faut faire évoluer pour toujours être en phase avec les intérêts et ce qu'attendent les ados des marques. Et bien sûr, un des tips aussi, comme vous disiez Séverine, l'authenticité et l'engagement à long terme. Si vous venez en one shot sur une plateforme, vous étonnez pas si les résultats sont pas au rendez-vous, parce qu'il faut vraiment créer ça de long terme pour vraiment que votre marque devienne légitime, quel que soit le sujet sur lequel vous voulez vous engager. Merci Charlotte, c'est tout à fait passionnant, et je retiens en plus de ça, en plus des tips que vous venez de nous donner, un autre que vous nous avez dit et que je trouve effectivement très très important, et qui est effectivement de s'associer avec des influenceurs sur leur plateforme et de leur permettre de s'approprier eux-mêmes et de redonner eux-mêmes le contenu. C'est vrai que de toute façon, quand on est beaucoup sur YouTube ou des choses comme ça, les influenceurs montrent énormément, on parle beaucoup de ces partenariats. On est vraiment passé d'il y a quelques années où les partenariats étaient un petit peu cachés, finalement maintenant à quelque chose de beaucoup plus ouvert. Donc les adolescents sont loin d'être dupes. Ils savent quand il y a des communications commerciales, déjà parce que c'est complètement, c'est réglementé aujourd'hui et qu'on ne peut plus le faire de manière cachée. Donc il faut le montrer, mais qu'en plus de ça, cette authenticité, vous l'avez très bien dit toutes les deux, elle est importante, et elle se joue également sur la manière dont l'influenceur va venir communiquer. Et c'est d'autant plus important que quand on prend un youtubeur ou un streamer ou peu importe quelle personnalité, comme vous le disiez très très bien, il sait communiquer auprès de sa cible, et donc autant s'appuyer lui sur sa communication. Voilà, donc effectivement c'était tout à fait passionnant. Merci mesdames. Je vous invite donc à poser vos questions en QR en bas. Séverine, j'ai vu que vous aviez répondu à une question et c'est top, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à surveiller. Charlotte, pareil, si des questions arrivent, vous pourrez tout à fait répondre. Pour nos spectateurs, je pense que vous y avez accès, donc n'hésitez pas à regarder les questions qui ont été posées et auxquelles Séverine a répondu déjà, qui étaient pour vous nourrir un petit peu. Nous, on va terminer, donc on va profiter de ces 10 dernières minutes pour vous présenter donc les tendances émergentes qu'on a pu identifier sur le marché de l'adolescent. On a fait une très belle vision de ce qu'était aujourd'hui l'ado et des manières
manière de communiquer auprès de lui. Je vais laisser donc Lorraine reprendre la main sur 4 tendances émergentes qu'on va vous présenter. C'est ça. Le PowerPoint s'affiche de nouveau, c'est bon? Oui, c'est très bien. Donc, les tendances émergentes, comme le disait Manon, nous avons parlé tout à l'heure de l'engagement des jeunes qui se manifestent par diverses démarches éco-citoyennes. Il faut savoir que ça se retrouve également dans leurs assiettes. Un changement de paradigme avec ce qui a pu être observé au travers des générations plus anciennes, puisque 30% des adolescents estiment que c'est à eux d'impulser le changement en modifiant leur comportement plutôt que d'attendre que les entreprises ou le gouvernement ne le fassent pour eux. Donc on est toujours chez les adolescents ultra actifs. Donc des ados qui déclarent également vouloir manger plus sain, puisque 30% d'entre eux utilisent Yuka pour surveiller ce qu'ils mangent. Ils sont pour 71% d'entre eux favorables à la réduction de viande dans leurs assiettes. Et il est aussi à noter que la question du bien-être animal et l'impact écologique de la production de viande sont derrière cette volonté. Le magazine Phosphore à destination des adolescents a d'ailleurs consacré un dossier ce mois-ci à cette question, montrant ainsi en fait son intérêt auprès de cette cible. Ils sont également plus de 50% à être sensibles aux circuits courts, au bio et au zéro déchet. Ils ont cependant besoin des influenceurs pour tout cela. En fait, leur volonté d'aller vers des modes d'alimentation plus sains doit être accompagnée grâce aux applications alimentaires comme Yuka, comme je le disais, et aux influenceurs food qu'on peut retrouver sur les différents réseaux sociaux. Donc, on quitte les assiettes pour s'intéresser au smartphone, puisqu'après Instagram et l'intégration des Reels dans son application, TikTok se voit concurrencé par Facebook et YouTube, puisque le premier lance Collab, une fonction qui permet de créer des vidéos à plusieurs à distance, et le second lance Shorts, un service de vidéos courtes de 15 secondes maximum. Donc, si Reels reprenait exactement les codes de TikTok, même format, même challenge, même musique emblématique, ce serait intéressant en fait, de voir dans les mois à venir si ces nouveaux services ont une vraie plus-value et nouveaux usages à apporter. Côté vestimentaire, on a énormément parlé donc des marques, de l'influence des marques, et vous le disiez Séverine très bien, aujourd'hui Adidas, Nike, ce sont des marques qui parlent aux adolescents, ils ne parlent d'ailleurs que de ça. On mène une étude en parallèle qui s'appelle Family Life, où on suit pareil des familles au quotidien pendant un mois, on arrive au bout d'ailleurs, et même chez les très jeunes ados, je parle des 10-11 ans, déjà cet univers de marque est très important, on parle énormément d'Adidas, dès 11 ans, les enfants vont réclamer de l'Adidas ou du Nike. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important chez eux. Cependant, il y a une vraie tendance qui est aussi au marché de la seconde main, qu'il ne faut pas négliger parce qu'on va pouvoir justement acheter ces marques à petit prix, aussi parce que ça vient répondre évidemment à leur mode de consommation écologique, enfin en tout cas un mode de consommation un petit peu plus écologique qui est cependant à nuancer, puisque comme le disait Lorraine tout à l'heure, Vinted est aujourd'hui par exemple accusé un petit peu de favoriser la fast fashion plutôt que de participer à un vrai mouvement écolo. Donc voilà, et ça vient répondre évidemment à la mode du vintage qui s'est complètement démocratisée ces dernières années, qui touche beaucoup les adolescents aujourd'hui parce qu'elle leur permet tout simplement d'avoir des tenues très originales et de se démarquer de leur père quand on a envie d'avoir un look un petit peu original. Aujourd'hui en France, il est difficile d'estimer combien d'adolescents exactement sont sur les plateformes d'occasion, tout simplement parce que sur les plateformes leaders comme Vinted, l'adolescent n'est pas admis. Normalement, on ne peut utiliser l'application qu'à partir de 18 ans. Avec Lorraine, on a mené notre petite enquête et effectivement, il y a beaucoup de plus jeunes qui sont sur l'appli. Il y a beaucoup de mamans aussi qui demandent pourquoi est-ce que leurs ados ne peuvent pas y être. Donc voilà, il y a une vraie demande qui se fait là-dessus et c'est pour ça que l'application Depop, que vous connaissez peut-être, qui marche principalement aux États-Unis pour le moment, est très importante parce qu'en fait, c'est une application qui va vraiment être à destination de l'adolescent. Donc là, c'est la seconde main de dos, dans le sens où vous le voyez un petit peu sur le visuel, c'est une application qui, contrairement à Vinted, va venir proposer quelque chose de beaucoup plus ludique, de beaucoup plus pop, puisqu'on va avoir un mélange un petit peu d'Instagram et de Vinted.
Donc, on a toujours le même format de feed, un feed à scroller avec des belles photos, avec des likes qu'on peut mettre, des influenceurs qu'on peut suivre. Donc, voilà, c'est tous les codes d'Instagram finalement et la beauté de l'application qui sont réappliqués donc, au marché de la seconde main pour lui donner un petit côté glamour, pour lui donner lui donner un côté beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Il faut savoir que c'est un petit peu aussi la manière de rendre les ados comme c'est un petit peu des mini-influenceurs à travers et des mini-entrepreneurs aussi à travers cette plateforme puisque c'est leur moyen pour eux de se faire un petit peu d'argent. Il y a des ados qui vraiment créent presque une boutique à travers ça et qui vont chiner eux-mêmes en free pour ensuite revendre sur ce type de plateforme. Donc, ils ont très bien compris les logiques commerciales derrière, dès très jeunes. Hein. Dès 16 ans, on voit des ados qui commencent à monter un petit peu leur commerce, leur petit business en tout cas, et c'est intéressant. Ça fera écho avec ce que va nous présenter Laurette juste après. Il y a aussi des stars, beaucoup de stars sur Depop, ce qu'on ne voit pas trop sur Vinted. Donc là, on a un vrai effet influenceur avec des stars comme Lily Allen, Maisie Williams ou Emily Ratajkowski qui vont venir vendre leurs vêtements. Donc voilà, on a le côté c'est un peu le Vinted glamour qui va s'adresser plutôt aux ados en reprenant tous les codes d'Instagram. Et ça, même si on n'en parle pas encore beaucoup en France, nul doute que c'est quelque chose qui va exploser, en tout cas qui porte en germe tout ce qui lui permettrait de se faire un nom auprès de la cible. On peut également noter un petit peu l'application Squadit Shopping Party qui était sortie durant le confinement et qui permettait de faire du shopping à plusieurs à distance. Donc, une tendance à surveiller pour voir si effectivement cette pratique finira par s'inscrire dans le quotidien des ados pour remplacer la traditionnelle virée shopping. Donc voilà, comme le disait Manon, pour acheter, il faut gagner de l'argent aussi. Et on observe en fait une relative autonomie financière chez les ados qui réclament une carte bancaire de plus en plus jeune. On a vu fleurir de nombreuses banques spécialisées sur le marché des ados comme PixPay, PixPay et Exalis, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si le parent reste garant de l'argent disponible sur le compte de l'enfant, cela lui confère un certain pouvoir d'achat. Depuis quelque temps, un nouveau phénomène s'inscrit dans le cadre de ces néobanques, celui de la rémunération des missions attribuées par le parent à l'enfant. En fait, le parent donne une mission et en échange, l'enfant reçoit une partie de son argent de poche. Donc, la banque PixPay, spécialisée sur la cible adolescente, a analysé les demandes faites via l'application afin de pouvoir voir quelles étaient les missions les plus rémunérées. Donc, ce sont les tâches ménagères qui arrivent en tête et qui représentent plus des 2/3 des missions quand même. Ensuite, loin derrière, 15% des missions ont un rapport avec l'école, avoir des bonnes notes, faire ses devoirs, lire, etc. Enfin, on retrouve des questions de comportement, être sage, ne pas trop utiliser le smartphone ou même se laver. Donc, concrètement, combien cela représente-t-il? Donc, s'occuper de ses frères et sœurs, par exemple, c'est payer en moyenne 13 €. Avoir des bonnes notes, 11 €, 11,45 € ou encore être sage, c'est rémunéré 11,74 € en moyenne. Donc, parmi les moins lucratives, on retrouve sortir les poubelles qui ne rapportent que 3,91 € en moyenne, faire la vaisselle 3,28 € ou encore débarrasser la table 2,43 €. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur comment les ados peuvent gagner leur argent, leur autonomie, pour après les dépenser ça sur Vinted et autres. Donc, on a fait un petit peu le tour sur les adolescents. On n'avait qu'1 heure et demie, donc c'est très compliqué. Il y a encore énormément de choses à dire. On n'a pas parlé des séries, par exemple. On n'a pas parlé des films, de toutes les plateformes de streaming qui se développent et dont ils sont fans. Donc, c'est pour ça, en fait, que Manon va vous parler d'une solution que NovaChild vous propose, qu'on va lancer très bientôt, là, d'ici quelques semaines. Donc, Manon, je te laisse en parler. Tout à fait. Alors, plus qu'une solution, c'est un grand projet qu'on va mener pendant 1 an. Vous le voyez, on a avec nous 8 adolescents qu'on va suivre pendant 1 an. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, c'est-à-dire que l'adolescence, c'est un moment charnière qu'il est difficile de capter. Et en fait, à travers ce suivi d'1 an, on va essayer vraiment de rentrer dans le quotidien de ces adolescents qui parfois sont un petit peu secrets aussi, n'ont pas forcément envie de partager avec leurs parents, etc. Donc, on va là, pour le coup, essayer vraiment d'être chez eux, de mieux les comprendre, de capter leur aspiration, de capter leur envie à travers la parole, en tout cas, qu'ils vont nous donner. Et donc, ça va se présenter de la manière suivante, c'est-à-dire que on va tout d'abord, donc je vous disais qu'on a 8 adolescents, donc 4 filles et 4 garçons qui vont être situés entre 13 et 17 ans.
Pourquoi pas plus jeune? Parce qu'en fait, parce qu'on voulait rester quand même sur un cadre très, très ado. Des ados qui ont aussi un certain pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à être vraiment, avec leur pouvoir d'achat, avec leur argent de poche, très acteurs, en fait, des choix qu'ils vont faire, en tout cas des choix de consommation. Vous le disiez tout à l'heure, Charlotte, ils ont un vrai impact, enfin oui, et vous aussi, Séverine d'ailleurs, ils ont un vrai impact sur la consommation des familles, c'est-à-dire qu'ils vont être mini-influenceurs dans leur foyer. Et c'est drôle parce que c'est des gens qui sont, enfin, c'est une génération qui est à la fois influenceuse et influencée. Elle va avoir un effet de micro-influence ou pas, puisqu'elle peut s'exprimer très largement sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, elle est très influencée. Donc, c'est tout cet écosystème un petit peu complexe qui est dilué dans les réseaux sociaux, qui est dilué sur Internet, qu'on va essayer d'aller chercher à travers une parole authentique, en fait, parce que il faut savoir que ces adolescents vont être suivis via un carnet de bord, principalement, dans lequel ils vont eux-mêmes s'exprimer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des questions assez générales, et via ce carnet de bord, en fait, ils vont nous remonter un petit peu leur quotidien, alors des questions assez générales du type quelle actu t'as marqué cette semaine, etc., pour tenter d'en faire, en fait, un profil le plus juste possible. Donc, à côté de ça, on aura avec eux des entretiens téléphoniques pour évidemment appuyer tout ce travail de reporting qu'ils vont faire dans leur carnet. Et on aura dans l'année 2 webinaires avec eux également pour les laisser s'exprimer. L'idée de ce projet, en fait, pour le coup, on parle beaucoup chez nous d'études, etc., d'études marketing. Ici, on est plus loin que l'étude marketing puisqu'on est plutôt sur un projet sociologique dans le sens où les ados n'auront pas exactement des sujets fléchés. Pour le coup, c'est plutôt l'approche inverse. On ne va pas leur demander, eux, de venir nous abreuver. On va plutôt, nous, s'approcher d'eux pour pouvoir comprendre. En fait, c'est vraiment l'idée d'une approche de leur quotidien et de ce dont ils ont envie de nous parler et de ce dont ils ont envie de discuter avec nous. Et donc, c'est une étude qui s'annonce très riche, forcément, puisqu'on a rarement l'occasion de suivre des adolescents sur aussi longtemps. L'adolescent, on le disait, évolue très vite, change très vite. Je vous parlais tout à l'heure du jeu vidéo. Il y a un mois, on ne parlait que d'Animal Crossing. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, on ne parlait que de Fall Guys. Aujourd'hui, on parle maintenant, enfin sur Twitch en tout cas, le stream passe énormément sur Among Us. C'est un exemple parmi d'autres pour vous montrer à quel point les tendances peuvent bouger vite et ça va nous permettre en fait de les suivre petit à petit, peut-être de voir des récurrences dans ce qui perdure ou non. Pourquoi? Donc voilà. Et vous l'aviez dit toutes les deux, Charlotte et Séverine, c'est vrai que c'est important d'avoir une présence on va dire pas quotidienne, mais une présence au long terme sur les réseaux pour pouvoir les toucher. Ici, on va avoir une présence au long terme auprès d'eux, tout simplement pour pouvoir créer cette relation d'authenticité qui est importante avec eux, pour pouvoir récolter au maximum leurs avis sur ce qu'ils vivent et sur les produits évidemment auxquels ils sont en contact, sur les services également. Donc voilà, c'est vraiment le but de Novado. Tous nos adhérents évidemment peuvent y souscrire, nos adhérents aussi, et Lorraine, si tu peux passer à la slide suivante. Même encore celle d'après du coup. Donc oui, sur le carnet de bord, juste je vous disais, le volume n'est pas imposé justement pour cette question d'aller chercher l'authenticité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté de contraindre l'adolescent. Il est libre dans sa parole et c'est pour ça qu'on va aller vers un maximum d'authenticité avec lui. Donc sur nos tarifs, vous les voyez, c'est un projet qui est à 3 000 €, donc c'est 3 000 € pour l'année. Ça paraît peu et en fait c'est parce que pour ceux qui ne font pas partie de notre réseau, ce projet fonctionne dans ce qu'on appelle nous des études mutualisées, c'est-à-dire que les coûts sont partagés entre toutes les personnes qui vont participer au projet. Donc ça nous permet d'avoir un tarif intéressant sur un suivi aussi long. Et à côté de ça, on propose aussi la formule évidemment par abonnement, 500 € par mois. C'est-à-dire que si vous avez une thématique particulière, s'il y a un mois dans l'année où vous vous dites j'ai besoin d'informations particulières sur Noël, peu importe on parle de Noël parce que c'est très prochainement, mais sur les vacances prochaines, vous pouvez évidemment prendre l'offre qu'à ce moment-là. Et puis nous, on parlera plus spécifiquement de ce qu'on peut mettre en place. Donc voilà, Novado, c'est vraiment un projet inédit, c'est un projet extrêmement innovant puisqu'on n'en a pas vu de pareil. Donc vous allez beaucoup entendre parler puisque nous, on a vocation aussi à le faire vivre à travers la presse et les médias. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés, si vous voulez avoir plus d'infos. Là, je vous le présente rapidement, mais évidemment, c'est un projet qui a vocation à être beaucoup plus riche que ça. Donc merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à nos 2 intervenantes, Charlotte et Séverine, c'était passionnant. On a appris plein de choses et je suis persuadée que tout le monde a appris plein de choses. Donc, merci encore à vous et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et encore une fois, le replay sera disponible ensuite. Vous pourrez le diffuser dans vos entreprises. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci.